Bonjour tout le monde. Ce matin, au nom du Parti québécois, je dépose un projet de loi concernant le rapport Grenier. On veut savoir quels sont les éléments qui se retrouvent dans les boîtes, les témoignages, les preuves. Les Québécois doivent savoir et on a des raisons de croire que ce qui s'y trouve est hautement d'intérêt public. Les Québécois ont le droit de savoir ce qui s'est passé en 1995 et c'est pas sans raison qu'on décide d'aller de l'avant. 2 motions ont été adoptées unanimement, donc l'ensemble des partis sont en accord et le DGE résiste toujours à l'idée de rendre accessibles ces informations. Donc, on passe par la voie législative. Et comme l'ensemble des formations politiques sont d'accord avec nous, j'imagine que ça pourra cheminer. Se trouvent dans cette enquête des éléments qui ont été tenus compte dans le rapport final et d'autres qui n'ont pas été tenus compte. Donc, ce qui est assez incroyable aussi, c'est que c'est classifié à vie. Imaginez, on peut en savoir de plus en plus sur l'assassinat de John Kennedy, plus de 60 ans après, mais on ne saura jamais quoi que ce soit sur les témoignages liés à des potentielles fraudes du candidat en 1995. Donc, il faut lever cette restriction et faire en sorte que les parlementaires, au nom du peuple québécois, aient accès à la vérité. Et croyez-moi, si on y retrouve, et ne serait-ce que le quart de ce qu'on a entendu, c'est vraiment majeur. Donc, ça, c'est ce matin le dépôt de ce projet de loi. Évidemment, c'est le leader du gouvernement qui pourra en disposer. Ce n'est pas un long projet de loi. Mais voilà une belle occasion de démontrer que les parlementaires peuvent aussi travailler à la recherche de la vérité et je pense qu'on ferait œuvre utile. Ouais, juste un mot sur la crise appréhendée en matière de santé partout à travers le Québec suite à ses premières sorties de la PDG de Santé Québec qui a dit dans un premier temps devoir couper 1 milliard de dollars dans le réseau de la santé. Là, on est rendu à 1,5 milliard de dollars. Et imaginez-vous un peu là, que depuis le mois de mai dernier, on a une crise sans précédent sur la Côte-Nord parce qu'on manque de personnel et qu'on avait de la difficulté à recruter des gens à travers la main-d'œuvre indépendante. Et là, ce qu'on dit, c'est que dans un CIS comme celui-là, il va falloir couper 130 millions de dollars. Le gouvernement n'a pas été en mesure de déployer des équipes volantes sur la Côte-Nord. Et là, aujourd'hui, on va dire, on va couper ce budget-là de 130 millions de dollars, 142 millions de dollars en Montérégie, et ainsi de suite. On a une liste. Et la grande question qui se pose, quand le gouvernement et le premier ministre lui-même dit, tout ce qu'on leur demande, c'est de respecter le budget qui leur a été accordé. Ce que le gouvernement ne dit pas, en parlant au PDG de CIS, ils nous disent, à peu près tous ces budgets-là, ils sont connus du gouvernement. On a adopté des budgets déficitaires en début d'année. Le gouvernement en était pleinement conscient. Pourquoi? Parce que, évidemment, la demande de services a explosé. Parce qu'on avait promis au CIS de couvrir les coûts d'inflation, puis parce que les coûts de main-d'œuvre indépendante ont explosé. Le gouvernement le savait, leur a dit « allez de l'avant ». 8 mois après le début de l'année, on dit, à travers le paravent que constitue maintenant Santé Québec, vous allez devoir revenir à un budget équilibré. C'est mission impossible et si on continue dans cette voie-là, c'est l'ensemble des Québécois qui requièrent des services de santé qui vont payer pour. Ce sera la catastrophe. Moi, je voudrais que le gouvernement s'explique à savoir pourquoi il a accordé le pouvoir aux CIS d'adopter des budgets déficitaires pour ensuite leur dire remballer tout ça. Et tout le monde nous dit que c'est mission impossible sans couper de façon massive dans les services. M. Trump laisse s'entendre. d'une année, M. Arsenault, est-ce qu'on reporte donc ça d'une année? Bien, il est clair que dans les 4 derniers mois de l'année, il est impossible pour les CIS de revenir à un budget équilibré. Le gouvernement le sait. Alors, ce que le gouvernement veut, c'est évidemment éviter d'augmenter son déficit historique de 11 milliards de dollars. Le vrai déficit, il est de 12,5 milliards de dollars parce qu'il y a 1,5 milliard qu'on avait concédé au CIS. On ne peut pas couper, amputer des services essentiels à la population. C'est déjà très difficile dans les réseaux. Il ne faut quand même pas en rajouter. Alors oui, il faut donner le temps, si on veut des plans de redressement, le temps à Santé Québec et au CIS de vérifier comment on peut optimiser. Mais rappelez-vous, l'objectif du gouvernement avec l'agence, c'était de rendre le service plus humain et optimiser les services ou le rendre plus performant. Là, ce qu'on veut, c'est le casser. Puis ça ne peut pas fonctionner. À la frontière, actuellement, là, il y a beaucoup de migrants là, qui tentent de traverser. M. Trump a demandé de bloquer la frontière. Quel message on doit envoyer du côté américain?
Bien, que l'enjeu de la frontière est un enjeu sérieux. On vous en parle depuis des mois, bien avant la réélection de Donald Trump. Donc, c'est un enjeu sérieux. On était d'ailleurs les premiers à apporter cette question de la sécurité des frontières. Certains sont moqués de nous, dont le gouvernement du Québec, notre gouvernement canadien. Maintenant, tout le monde réalise cette importance. Donc, je dirais que c'est pas sans raison qu'on en a parlé et qu'il faut prendre au sérieux cette menace, sans faire de stratégie ouverte. Je trouve que les ministres des provinces, les premiers ministres des provinces en disent beaucoup. J'ai entendu M. Ford, entre autres, faire des affirmations assez fortes. Donc, ça démontre pour le gouvernement fédéral le sérieux de protéger et de contrôler des frontières. Les pays ont des frontières. Et il y a des conséquences. Et à partir du moment où le président américain fait de telles menaces, il faut en tenir compte. Et on est heureux d'avoir apporté ce sujet-là il y a déjà plusieurs mois. Votre chef est où cette semaine? Parce que Il hier... est ici aujourd'hui. Il est ici aujourd'hui. Puis hier, c'était quand même une journée importante, puis on ne l'a pas vu. Là. Il a pris une journée de congé et il sera ici aujourd'hui. Sur le projet en fait, le rapport hier, Proulx-Rousseau, qui propose une constitution québécoise dans laquelle on inclurait notamment la Charte des droits et libertés, la Charte de la langue française, également la loi sur la laïcité. Là, la CAQ semble intéressée à présenter un projet de constitution québécoise d'ici la fin du mandat, donc d'ici 2026. Est-ce que c'est le genre de proposition que le Parti québécois pourrait appuyer? On n'a plus d'attente quant au Canada. On en a tiré des conclusions politiques, ce que refuse de faire la CAQ. Alors, au lieu d'aménager une véritable maison québécoise où on prend toutes nos décisions, ils décident de trouver une façon de repeindre leur chambre dans la grande maison canadienne. C'est un choix. Je pense que c'est davantage motivé par une inquiétude quant au fait que les indépendantistes et les nationalistes ont clairement fait le choix du Parti québécois pour la suite. C'est clairement ça l'approche qu'ils ont. Donc, qui aille de l'avant, et on regardera au mérite chacune des mesures, mais nous, on n'est pas là-dedans. Sur les pétitions, qu'est-ce que ça veut dire que le gouvernement ait accepté d'étudier formellement aucune pétition? Bien, à la CAQ, c'est très discipliné. Hein? On encadre ce que les députés peuvent dire, on encadre leur sortie publique, et le moins possible, on tient compte des pétitions qui sont déposées. Vous savez qu'il existe une procédure qui fait en sorte qu'on se retrouve devant un comité parlementaire qui va décider s'il y a un suivi, puis ils sont toujours majoritaires. Donc, ils reçoivent un mémo, tu voteras contre. Puis ils le font bien. Ils respectent pas mal ce qu'on leur demande. Sur le rapport Grenier, ma compréhension, c'était qu'il y avait des discussions entre les partis, Oui. à savoir c'était quoi la suite à donner à tout ça. On s'entend pas là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'entend sur la nécessité d'aller de l'avant pour obtenir ce qui est à l'intérieur, tous les partis, Québec solidaire, le Parti libéral, la CAQ et nous. Mais là, pour légiférer, on trouve que nous, c'est la méthode qu'on a choisie. Si le gouvernement a une meilleure méthode qui nous permet d'y arriver, on va la regarder. Mais pour l'instant, en fin de session parlementaire, on arrive à la conclusion que ça nous prend une loi. Si on travaille bien, on est capable de l'adopter d'ici juin 2025, peut-être. Pourquoi le gouvernement ne veut pas légiférer? Je leur demanderai de répondre à ça. Je ne veux pas leur prêter des intentions, mais nous, on veut vraiment aller de l'avant. L'émotion, ça n'a pas fonctionné. Le DGE nous a écrit, il nous a dit non, je maintiens ma position. Parfait. Avec une loi, le DGE va devoir obtempérer. Ils vous ont pas fait part de réticence le gouvernement... à l'idée de légiférer, ouais. Vous avez pas je ne veux pas rendre public nos échanges. Je veux vraiment respecter ça, mais nous, on pense qu'il faut légiférer. Et si leur objectif est toujours d'obtenir les documents, on va y arriver avec ça, puis on compte sur leur concours. Est-ce que c'est dans le contexte où ça prendrait, un projet de loi de consultation, c'est plus lourd, là? Quand même, Pas tant, parce que c'est un petit projet de loi, donc ça s'adopte assez rapidement, une fois que c'est adopté. On pourrait même se faire d'ici vendredi prochain. Une fois que c'est fait, on va de l'avant. Des députés de toutes les formations politiques qui sont assermentés de façon spéciale, qui ont accès à l'ensemble des documents et qui vont déterminer ensemble ce qui devrait être rendu public. C'est nouveau, ça n'a pas été fait souvent, puis on pense que ça peut fonctionner. On a vraiment regardé toutes les façons possibles d'avoir accès aux documents et on est convaincu que ce projet de loi-là, on va y arriver. Durant la pandémie, durant la pandémie, votre chef avait quand même évoqué un retour vers des mesures plus protectionnistes, je me rappelle bien, dans un contexte de retrouver une part de la souveraineté des États. Là, avec ce que Trump vient d'annoncer, est-ce que ça ne va pas un peu dans la droite ligne de ce que vous préconisez? Bien, il préconisait essentiellement l'achat québécois, les circuits courts, être capable de produire ce qu'on a besoin. C'est le message. Le nationalisme, c'est beaucoup aussi consommer nos produits, les encourager.
Donc, je dirais que chaque jour, quel que soit le contexte, ça nous rappelle l'importance d'être le mieux outillé possible pour faire face aux défis collectifs qu'on a et d'encourager les produits québécois, c'est toujours une bonne idée. Oui? J'aimerais juste un dernier sujet. Vous savez que ça fait déjà 12 semaines que Terrebonne n'a pas de député, de personne qui représente Terrebonne à l'Assemblée nationale. On se demande bien pourquoi le gouvernement reporte les échéances et évidemment, la question du transport collectif, évidemment, nous frappe au visage parce qu'il y a quand même un plan structurant de transport qui a été déposé en mai dernier depuis ces silences radio. Et là, les maires de la couronne nord de Montréal en ont soupé, demandent à Geneviève Guilbeault d'agir. Même l'ARTM est prête à mettre de l'argent sur la table pour faire une première étude. Le gouvernement ne veut rien savoir, reporte les échéances et reporte aussi les échéances de l'élection d'un député qui pourrait, avec les maires, réclamer du gouvernement qui bouge un peu dans ce dossier-là. Alors là, il y a deux éléments à retenir. D'une part, il y a comme un déni de démocratie parce qu'on prive Terrebonne d'un député. Et d'autre part, il y a un déni de responsabilité par rapport au fait que ça coûte des millions de dollars en congestion routière dans la couronne nord de Montréal. Et plus on reporte les échéances, plus ça va coûter cher. Puis on se demande même si le gouvernement veut encore aller de l'avant dans ce projet-là. Est-ce que ça va être l'enjeu principal de la course dans Terrebonne? Bien, définitivement, c'est un enjeu fondamental. La mobilité, la fluidité des transports, la participation, évidemment, à l'essor économique de la grande région de Montréal dépend de la mobilité. Et puis, on voit que ces municipalités-là étouffent avec la situation actuelle, puis que le gouvernement ne s'en soucie que très peu. Qu'est-ce que ça dit sur l'état des finances publiques lorsqu'on hésite à débourser un 25 millions qui est déjà au PQ? Bien, qu'est-ce que ça dit aussi sur les priorités gouvernementales lorsqu'on continue de travailler sur un illusoire troisième lien à Québec pendant qu'il y a des problèmes réels, quotidiens, majeurs et qu'il y a un plan pour intervenir, que le gouvernement ne le fait pas dans la couronne nord de Montréal. Can I ask you in English about the Quebec Constitution? René Lévesque was thinking about this. Pauline Marois had this idea as well. Bernard Landry, maybe if he would have won the election in 2003. So why is this not an option for the Parti québécois in 2024? It's an option when you have independence. We're not trying to renove Canada. Our action is about Quebec independence. So if they want to work on different proposition, let's go that way, CAQ. We're going to see everything they have to bring, but we're not in the business of try to renew Canada. It's not our job. But Pauline Marois and the I opposition, know. Daniel Turp, you know that? She's first an independence promoter. So what CAQ brings is it's an interesting exercise, but we're not working on making a new Canada. So it would be a waste of time. That's your words. Juste une précision. Pourquoi M. Saint-Pierre Plamondon n'est pas aujourd'hui au point de presse ce matin? Il est dans son bureau présentement, mais je peux lui dire que vous avez posé la question. Non, mais c'est parce que, comme on disait hier, c'était quand même une journée importante. Aujourd'hui, il a pu réagir. Pourquoi il n'est pas là ce matin? Il est ici aujourd'hui, alors peut-être qu'il sera là demain pour lui poser des questions, mais on a une alternance. On est là pour répondre à toutes les questions. I wanted to ask you about your bill. What do you expect to find in those boxes? You're saying there's some interesting things in there, but the DG of elections will not give you access. It's about getting the truth about a fundamental exercise of Quebec politics, which is a referendum back in 1995, and we have good reason to believe that in those boxes, in those témoignages, testimony, we have some explosive affirmation about how le camp du no, the no camp, worked to make sure that they won the referendum. So we have good reason to believe that, and this is why we're so focused on this bill. I think it's about getting the truth, and we are glad that all the parties in the National Assembly are in favor of that. So if Mr. Jolin Barrette, as a House Leader, want to put forward this bill still before next Friday, we're going to be glad to
to vote for this bill. You say when people are asked, the other parties want to know, but they disagree, you said, on the mechanism? They don't. Some people don't want to go to a law. They didn't work as we do on this basis. So some parties are in favor of getting the truth, but they didn't work on the mechanics. We did. And we do think that it's the better way to make sure we're getting the information. The sooner the better. So it's about, you know, in the States, you cannot find evidence about the John F. Kennedy murder back in 1963. But for life, you're never going to know anything about what Judge Grenier obtained as a judge, because they decide that for life, we'll never be able to get the information. So it's going to change with this bill. One last thing about this. What can be so explosive that it can make a difference in the lives of Quebecers to know? Let's open the box and see. I don't have any special information, but we do think that we need to open those boxes, for real.